Cet atelier est organisé par l'UFISC, l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles. C'est une fédération qui regroupe 16 réseaux du secteur de la culture et des arts, et qui donc représente plusieurs esthétiques comme les arts de la rue, les musiques actuelles, les musiques et danses traditionnelles, les arts visuels et d'autres encore. Et donc ces organisations se sont associées pour réfléchir ensemble sur des principes tels que la non-lucrativité ou la non-concurrence dans le secteur des arts et de la culture notamment. Et Patricia pourra compléter mes propos ultérieurement. Donc, nous avons décidé de faire ces ateliers sur les droits culturels. C'est une notion que nous travaillons depuis plusieurs années dans nos organisations. Et depuis 2007 notamment, l'UFISC coordonne un collectif qui s'appelle la démarche de progrès par les droits culturels. Donc un collectif qui tâche d'améliorer ses pratiques en fonction des droits culturels. Donc elle regroupe des structures aussi bien des arts de la culture, mais aussi de l'économie sociale et solidaire, des associations, etc. Cette démarche s'est donné 3 objectifs principaux. Donc, sensibiliser à la notion des droits culturels, créer des ressources et des outils et réfléchir sur ce qu'implique l'application des droits culturels dans la société, dans nos pratiques, dans nos métiers, etc. Donc, pour dire quelques mots sur les droits culturels, ils font partie du système indivisible des droits humains et ils sont inscrits dans la Déclaration universelle de l'UNESCO de 1948. Depuis 1948, ils ont été inscrits dans plusieurs textes internationaux et ils sont entrés dans la loi française en 2015. Il garantit pour chacun le droit d'avoir accès à une diversité de ressources culturelles et de façon plus importante de pouvoir non seulement accéder, mais participer, contribuer à ces ressources et à la création donc, de ces ressources. La culture est donc ici entendue dans un sens plus large, non seulement des arts, enfin, l'art, la culture, mais également les langages, les croyances, les traditions, les habitudes, les modes de vie, etc. Et donc, au cours de la discussion, Patricia et Laura vont pouvoir vous expliquer les liens qu'on peut faire entre les droits culturels et l'économie sociale et solidaire. Et ensuite, nos 3 contributeurs pourront parler de leur organisation, 3-4 contributeurs pourront parler de l'organisation, comment ils travaillent les droits culturels. Et ensuite, nous aurons une discussion plus libre sur la notion, enfin, sur en quoi la notion est vraiment intéressante pour nous, comment est-ce que nous pouvons changer nos pratiques à travers cette notion et également changer la question des politiques publiques. Donc, Délie, comme moi, travaillons à l'UFISC. Délie coordonne cette démarche de progrès par les droits culturels actuellement. Et moi, Patricia Koller, je suis donc déléguée générale de l'UFISC. Et nous sommes enchantés donc de vous retrouver ce matin pour le Forum social mondial des économies transformatives, qui est donc une initiative internationale qui a été lancée par un ensemble de réseaux militants dans le champ justement des droits humains, de la défense des mouvements sociaux, dans la logique écologique, dans le champ de l'économie sociale solidaire, dans le champ culturel également. Et donc, nous y participons notamment parce que l'UFISC est membre du Mouvement pour l'économie solidaire en France et avec un ensemble d'autres réseaux dans le champ de l'agriculture, du commerce équitable, des régies de quartier et différents réseaux territoriaux d'économie solidaire. Et puis, plus largement, nous participons également au RIPES international, le réseau intercontinental de promotion de l'économie sociale et solidaire, qui regroupe, ne serait-ce qu'en Europe, une trentaine de réseaux qui travaillent justement sur ces questions d'économie solidaire, de transformation sociale, avec cette attention aux questions écologiques, aux questions de démocratie, aux questions d'ascendance territoriale. Et c'est pour cela qu'il nous a paru vraiment important dans le temps de forum de pouvoir proposer une expression et un atelier de travail sur cette question des droits humains et des droits culturels pour plusieurs raisons. D'une part parce que en tant que réseau et acteur, il y a une nécessité aujourd'hui de pouvoir travailler cet enjeu culturel de manière fondamentale lorsque l'on
se situe dans un contexte international, européen, mais évidemment aussi français, où il nous semble qu'un certain nombre de droits fondamentaux sont mis à mal, qu'on est dans un cadre où il y a un besoin urgent de plus d'égalité, de plus de justice sociale, de plus de respect des droits et des dignités des personnes. On en a des témoignages tous les jours, et où il y a également un profond besoin de travailler les questions et l'approche démocratique, l'approche citoyenne. Et c'est bien autour de ça qu'il nous semble qu'il y a une alliance possible entre différents mouvements pour se retrouver justement sur des manières de favoriser des pratiques qui assument et qui défendent, qui promeuvent les logiques de droits humains, et en même temps qui exercent ou qui tentent, qui s'efforcent de modifier de manière assez structurelle également les politiques publiques et l'organisation de l'effectivité de ces droits. Pour nous, en tant que réseau artistique et culturel, il nous a paru fondamental de pouvoir proposer une réflexion sur ces droits culturels, puisque, comme l'a dit Délie, le champ artistique participe de la création, la contribution, l'organisation de ressources culturelles dans sa manière de dire le monde, dans sa manière de pouvoir renvoyer des éléments sensibles, dans sa manière de promouvoir la liberté d'expression des personnes, dans sa manière de pouvoir partager la diversité culturelle. Et nos réseaux sont depuis longtemps mobilisés pour que la dimension artistique et culturelle soit fondamentalement non marchande, soit fondamentalement renvoyée aux personnes et aux relations entre les personnes. Et c'est ce qui nous a évidemment permis de nous emparer de cette notion des droits culturels, qui remet la question de la dignité des personnes au cœur de la question culturelle. Mais sortir de cette question de l'accès pour plutôt favoriser la manière de penser les pouvoirs d'agir, de penser la participation, de pouvoir penser la manière de faire citoyenneté, ça rejoint complètement la dynamique que nous travaillons depuis longtemps dans le champ de l'économie solidaire également, qui réfléchit à penser justement la question économique non pas comme une question à part, non pas comme une question dominée par une logique marchande, mais qui pense l'économie comme une organisation culturelle de la vie des personnes. Et pour ne pas être trop longue, je dirais que le troisième élément qui nous a paru également fondamental dans cette prise en compte des droits culturels et de notre manière de pouvoir avancer sur une meilleure sur les droits fondamentaux, c'était peut-être justement de aussi se redire comment est-ce qu'on organise la participation des personnes aux ressources culturelles, comment on s'organise pour dire ce qui fait ressources culturelles et quels sont les espaces de partage culturel, et donc de nous obliger également à reconsidérer la manière dont on va créer ces espaces de dialogue, créer ces espaces de partage, et au final penser un peu la valeur des actions, la valeur des relations humaines, et la manière dont on va pouvoir construire les politiques qui donnent ou qui sont assises sur le sens et la valeur de ces actions, et donc qui nous permet quelque part de réfléchir également un peu à nos logiques démocratiques à travers cette question de la valeur. Voilà un petit peu on va dire les quelques axes qui ont fait que assez naturellement notre réseau artistique et culturel, qui semble être plus intéressé, on va dire, par cette dynamique des droits culturels, s'est élargi à un ensemble d'autres réseaux associatifs et s'est retrouvé de façon complète dans les réflexions portées par le champ de l'économie solidaire ou le champ des communs, et a souhaité donc organiser le travail autour de cela. Je peux peut-être laisser Laura, si elle
si elle en a envie et si elle le souhaite, peut-être dire un petit mot justement sur aussi cette articulation entre droit culturel et commun, sachant que Laura est donc doctorante actuellement sur la question des communs culturels. Merci pour l'introduction. Je ne suis pas sûre de savoir très exactement comment contribuer à ce temps-là. En tout cas, sur le lien entre commun et économie sociale et solidaire sur le plan universitaire, effectivement, on est un peu face à des héritages théoriques qui semblent distincts et qui le sont de manière historique, mais qui tendent à rentrer de plus en plus en discussion, comme le font déjà et probablement depuis plus longtemps les initiatives de terrain. Il ne s'agit pas ici de dire que les initiatives le feraient comme un mouvement qui serait naturel et d'avoir une approche comme ça un peu essentialiste, mais bien simplement parce qu'à travers les pratiques et à travers une vraie réflexivité de terrain, il y a peut-être des évidences qui sont apparues, ou en tout cas des nécessités et des volontés de faire ensemble qui sont apparues bien avant les mouvements universitaires, académiques, théoriques, qui, eux, se sont posés d'autres questions, qui ont posé les questions autrement. Ce qu'on voit, et je me référais aux travaux de Jean-Louis Laville et Philippe Hainaut sur la question d'un rapprochement entre les théories des communs et les théories de l'économie sociale et solidaire, c'est finalement plusieurs mouvements qu'il ne s'agirait pas de lire seulement de manière historique, mais selon des tendances et des modes organisationnels, donc avec une place de la gestion, des modèles de gestion, des modèles organisationnels assez forts, des tendances qui permettent de distinguer la façon des différents endroits ou différentes logiques de rapprochement. Et très rapidement, on retrouve du coup la logique du tiers secteur avec cet héritage anglo-saxon qui voit les modes d'entreprendre collectifs et les alternatives au tout marché ou au tout marché lucratif ou à l'économie publique comme finalement une troisième voie qui serait entre et qui rabattrait l'alternative sur une définition presque en creux, avec ce tiers secteur qui ne serait ni l'économie publique ni l'économie de marché. À ça correspondrait finalement une approche des communs qui se définit beaucoup par une entrée. Alors, ce serait faux de dire que ce serait seulement une entrée juridique, mais en tout cas, cette approche par les communs qui encore une fois, ne serait ni de la propriété publique, ni de la propriété complètement privée, et donc de regarder les communs exclusivement par le faisceau d'indices juridiques d'une propriété partagée. Or, les communs, on sait que c'est beaucoup plus que ça. Donc, à mon sens, cette entrée par le tiers secteur et par simplement des droits de propriété distribués, c'est un peu restrictif. Et puis après, on a deux approches beaucoup plus riches finalement, qui est celui du croisement entre les communs et l'économie sociale et les communs et l'économie solidaire. Les communs et l'économie sociale avec cette idée d'avoir des formes organisationnelles très adaptées, donc l'héritage coopératif avec un homme, une voix, mais aussi une logique d'organisation de la production qui permet aux travailleurs d'être pleinement impliqués, avec des logiques beaucoup plus horizontales en matière d'organisation du faire ensemble. Et donc ça correspond bien au premier mouvement de commoning, puisqu'on voit bien la théorie des communs qui passe d'un faisceau de droits distribué à un faisceau de faire en commun en fonction de différentes façons de créer la communauté, avec des communautés plus ou moins ouvertes, avec un croisement. Alors on le voit très bien à l'estuaire entre les communs numériques et l'économie sociale, se forgent par exemple les plateformes alternatives qui vont emprunter aux communs numériques qui sont d'ordinaire des communautés très très ouvertes, etc. On a une logique de la contribution à qui veut le faire. Et puis un croisement avec le coopérativisme de plateforme, où là, on a des communautés beaucoup plus fermées qui souhaitent maîtriser le commun. Et donc, au lieu d'avoir une logique très open source d'un côté avec les communs numériques, et puis une logique parfaitement close d'une coopérative de production,
on se trouve un peu à l'estuaire avec les plateformes alternatives et on voit on a à la fois une partie de la communauté qui est ouverte avec des contributeurs extérieurs, ponctuels, etc. et en même temps un cœur organisationnel qui va permettre de pousser un projet qui permet de penser une logique entrepreneuriale collective, mais qui n'est pas, elle, évidemment, rabattue sur le marché ni sur une logique lucrative. Alors, vous trouvez, moi, je fais partie d'un projet de recherche qui s'appelle TAPAS, There are Platforms as Alternatives, où on trouve dans notre échantillon oiseaux de passage qui pense un projet de plateforme alternative qui est mis à la disposition et au service d'initiatives qui pensent le tourisme de manière beaucoup plus solidaire, qui empruntent aux traditions de l'économie solidaire, donc de la réciprocité du don contre don, mais aussi aux traditions plus directement coopératives. On y trouve dans ce programme de recherche Framasoft, qui là est vraiment sur une logique d'éducation populaire et beaucoup plus une logique d'économie solidaire et qui donc se pense presque comme une anti-plateforme, mais qui en même temps met en œuvre des prototypes qui permettent d'expérimenter des prototypes de logiciels libres qui pensent à un rapport militant et donc anticapitaliste, antipatriarcal, qui s'expriment à travers des outils donnés qui, eux, ensuite sont redéployés par des coopératives locales qui sont organisées au sein des chatons, donc des collectifs d'hébergeurs associatifs en logiciels libres locaux. Donc voilà, on voit qu'il y a des recroisements, des recoupements entre ces différents mouvement historique de pratique et que la théorie académique commence à s'y pencher. Alors, je terminerai là-dessus parce que je ne vais pas être trop longue, mais simplement pour dire que du coup, nous, ce qu'on regarde peut-être plus en particulier, nous au sens très large, c'est-à-dire les doctorants et les chercheurs plus confirmés qui s'intéressent à ces questions, c'est la façon dont la tradition des communs avec cette question, certes des droits de propriété partagée, mais surtout cette façon de faire en commun, ce qu'on appelle le communing, donc des logiques d'organisation de communauté qui ne résument pas la communauté à une appartenance ou à une logique d'entrée-sortie ou à une logique de droit d'exploitation, mais bien des façons d'essayer de faire commun en permettant l'entrée et la sortie en fonction des besoins individuels et des besoins collectifs. Comment est-ce que donc ces pratiques font émerger des connaissances locales, communes, qui peuvent être recroisées avec la tradition de l'économie solidaire et de l'économie populaire. Et l'idée, à mon avis, c'est de mettre en valeur les dynamiques de recherche qui sont mises en œuvre par ces communautés comme étant des dynamiques de recherche qui produisent des connaissances qui ne sont pas dominées par les connaissances académiques, mais qui viennent dialoguer. Et donc, ce dialogue entre les enquêtes de terrain et les enquêtes théoriques doivent pouvoir se nourrir, se croiser. Et c'est ça qui permet aussi, à notre sens, le croisement théorique entre les communs et l'économie sociale et solidaire. Je m'arrête là. Voilà, j'espère que j'ai été comprise. Peut-être, Laura, est-ce que tu peux juste compléter ton propos très clair sur cet exemple autour des plateformes, de l'articulation que cela permet avec peut-être certaines dimensions justement des droits culturels. Tu en as cité plusieurs entre la contribution et la création de ressources culturelles, la question de la gouvernance partagée. Peut-être simplement situer… Alors, à mon avis, il y en a plusieurs. Ce que vous avez souligné depuis le début, c'est qu'il y avait une acception anthropologique de la culture et une qui a plus une tendance sectorielle. Je pense, enfin, je le dis pas au sens où il s'agirait de les opposer, mais l'une nourrit l'autre et on voit bien qu'il y a une affaire de dialectique à cet endroit-là. Du coup, pour essayer de respecter l'existence de ces deux perspectives, il me semble que sur la perspective la plus large, c'est-à-dire une acception anthropologique de la culture, l'idée c'est de dire que tant les pratiques d'économie sociale et solidaire que les pratiques en commun sous-entendent et sont sous-tendues par des transformations culturelles, c'est-à-dire une autre façon d'envisager le faire ensemble, une discussion très large sur comment est-ce qu'on redéfinit collectivement la question du travail, la question du faire ensemble, la question de la propriété, le basculement d'une conception, par exemple, de la propriété exclusive, privative, individuelle, c'est une conception culturelle
de la propriété qui est remise en cause par les communs, mais qui d'une certaine manière, même si ce n'est pas de manière aussi frontale, est remise en cause par les mouvements de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a cette dimension culturelle des pratiques d'économie sociale et solidaire et des pratiques des communs qui est à envisager. Et donc l'idée que chacun puisse participer à la vie économique, ce qui est une forme de démocratisation de l'économie, c'est en soi, à mon sens, et je ne suis pas la seule à le dire bien entendu, la dimension culturelle des droits fondamentaux qui s'applique à l'économie et qui donc permet une redéfinition. Ça vient dialoguer, à mon sens, avec les droits culturels qui viennent irriguer tous les autres droits fondamentaux des personnes. Après, et qui évite d'ailleurs d'enfermer les droits fondamentaux dans une perspective universaliste complètement aveugle et sourde à la question notamment de la diversité culturelle dans son sens le plus large et qui n'y verrait que des minorités culturelles, avec une minorisation et un appauvrissement du dialogue interculturel. Et puis après, il y a la question sectorielle, à plus proprement parler, alors qui là, pareil, est très différente en fonction des pays, des sous-régions mondiales qu'on va considérer. Mais de ce point de vue, la question sectorielle, finalement, elle pose plus directement la question professionnelle. Et donc, à ce titre-là, finalement, les droits culturels, ça vient interroger le périmètre professionnel tel qu'il peut être discuté, mais aussi le périmètre du dialogue entre professionnels et publics, et puis tout le spectre qu'il y a entre ce qui serait exclusivement rabattu en direction des pratiques amateurs et ce qui serait exclusivement rabattu en direction des pratiques professionnelles. On voit bien le dialogue qu'il y a aujourd'hui en Europe sur la question des droits culturels. Il y a à la fois l'idée d'avoir un espace culturel professionnel qui puisse pousser des politiques publiques à un niveau européen de manière plus efficace, de manière aussi mieux financée. Et puis, le pendant de ça, c'est tout mouvement des communs culturels largement présents, notamment en Italie, qui interrogent plus directement la façon de faire commun, par exemple, ou de mettre en œuvre des pratiques d'économie sociale et solidaire en commun qui permettent à la fois à ceux qui se sont professionnalisés d'en vivre dignement et en même temps au public d'avoir accès à des espaces, des lieux et des pratiques qui soient moins académiques à proprement parler et qui soient aussi financés de telle sorte qu'il n'y ait pas de culture qui soit complètement dominée ou complètement invisibilisée et à l'inverse qu'il n'y ait pas de culture qui soit exclusivement légitime. C'est des questions qu'on s'est beaucoup posées en France qui sont, je crois, compte tenu des conversations courantes, assez touchy. Donc tout ça pour dire que la réunion, ou en tout cas le croisement des mouvements d'économie sociale et solidaire et des communs, c'est toutes ces questions. C'est à la fois les questions de définition professionnelle, de croisement et de réouverture du champ sectoriel qu'est la culture, mais aussi et plus largement la question de la définition anthropologique de la culture et du droit de chacun et de tous à pouvoir y participer. En un mot. En un mot. Merci beaucoup Laura de réussir aussi clairement à exposer en effet toute cette dialectique et cette complexité autour des droits culturels, mais tu l'as bien saisi, c'est un peu ce qu'on avait essayé de travailler aussi lors des rencontres interuniversitaires de l'économie sociale et solidaire qui se sont tenues l'année dernière et où on avait pu avoir l'introduction de Farida Chaïd, rapporteuse, ancienne rapporteuse des droits culturels, hein, Laura, que tu avais invitée, et qui s'intitulait culture de l'ESS, ESS de la culture, donc pour bien marquer, comme tu disais, les deux dimensions qu'en tant qu'en tout cas, nous, acteurs artistiques, on va dire, on a à travailler. Et je vais peut-être, sur ce mot, laisser peut-être la parole à Stéphanie Thomas de la FEDELIMA et du Live DMA, donc qui va nous représenter à la fois le réseau national de musique et le réseau européen de musique actuelle, qui justement là est plutôt un réseau d'acteurs artistiques, mais qui travaille un peu sur ces différentes dimensions, à la fois proposer les questions de pratique musicale, pas seulement dans le champ professionnel, et aussi pour essayer peut-être d'affirmer ou de proposer une alternative, on va dire, en termes d'organisation économique, même à un niveau européen. Oui, merci Patricia et merci Laura et Délie pour cette introduction large et très riche.
Bonjour à toutes et tous. Du coup, effectivement, je m'appelle Stéphanie, je travaille pour la FEDELIMA, je suis coordinatrice de la coopération professionnelle au sein de cette fédération. Je suis aussi présidente de l'UFISC et board member du LIVE-DMA, le réseau européen, qui réunit des fédérations de lieux de musique actuelle un peu partout en Europe. Et pour le coup, le plus simple, je pense, pour introduire cette question des droits culturels et de la prise en compte des droits culturels dans les projets des lieux de musique actuelle, je vais essayer de vous résumer très rapidement le projet fédéral, le projet de la FEDELIMA, qui du coup a été revu et revisité il y a de cela à peu près 5 ans, justement à l'aune des droits culturels. L'idée, c'était vraiment, puisque c'est une notion qui est transversale quasiment à toutes les actions qu'on met en place au sein de la FEDELIMA, et transversale également à l'ensemble des projets de nos adhérents, d'essayer de revoir notre projet culturel, donc au regard des droits d'essayer de revoir le projet de la fédération au regard de ces droits culturels, en regardant comment ça s'articule dans l'intégralité en fait de nos actions. Donc pour vous présenter très rapidement la FEDELIMA, on est une fédération qui réunit aujourd'hui 140 lieux et projets musiques actuelles, donc inscrits dans le champ artistique et culturel. On a un périmètre de projet qui s'étend du local à l'international, comme je vous le disais tout à l'heure, on a une participation assez active, notamment dans le réseau européen LIVE-DMA, qu'on a largement contribué à structurer. Avec nos adhérents, on mène des réflexions et des initiatives d'intérêt général. C'est important parce que ça fonde aussi justement notre rapport aux droits culturels, en reconnaissant et en associant l'ensemble des personnes sur leur territoire de vie et de projet. On encourage l'émancipation des personnes, la participation collective et la transformation sociétale. On défend la libre expression des personnes et de leur culture, avec un grand S au pluriel, dans le respect et la promotion des droits humains et culturels. Et on soutient et on anime des projets à but non lucratif qui récusent l'idée de concurrence et de compétition entre les acteurs et les territoires. C'est aussi extrêmement important dans notre façon de travailler. À l'opposé de ça, on essaye de renforcer des processus et des valeurs de solidarité, de partage qui vont rejoindre celles de l'économie sociale et solidaire dont on aura parlé tout à l'heure. On a des valeurs fondatrices sur notre projet qui guident l'ensemble de nos actions. La première de ces valeurs, on pourrait dire, c'est la solidarité, avec l'ambition de faire ensemble dans des logiques d'équité, de respect des identités, plutôt que dans des principes de concurrence et de compétition. Un autre fondement essentiel, c'est la démocratie, avec la volonté de soutenir la participation de toutes et de tous à des modes de gouvernance ouverts et collaboratifs, et de favoriser des espaces de libre expression qui respectent les idées de chacun. L'équité, qui se traduirait chez nous par la volonté de garantir une entraide et de mettre en œuvre des processus qui permettent une prise en compte solidaire des singularités de chacun. Et enfin, la liberté d'action, donc, qui s'incarnerait à travers l'autonomie, la liberté d'entreprendre et de faire collectivement. Pour répondre en fait à ces grands principes, on travaille sur 4 enjeux principaux. Le premier de ces enjeux, c'est l'existence d'initiatives citoyennes et non lucratives. Donc, Laura vous a, et Patricia avant ça largement expliqué ce qu'on entend par initiative citoyenne et non lucrative. Puis je pense que Jean-Baptiste va revenir dessus aussi tout à l'heure. Mais l'idée, c'est de se dire qu'à côté de projets qui sont portés, alors notamment dans les musiques actuelles, puisque c'est notre secteur, on a autour de nous des projets qui sont portés par une finalité qui est essentiellement lucrative. Donc, à côté de ces projets-là, on a aussi des projets artistiques et culturels qui ont intérêt à se développer sur tous les territoires et en harmonie avec leurs habitants. Pour nous, en fait, il est question de dynamique sociétale, de vouloir vivre ensemble et du fait que ça dépasse très largement la seule rentabilité économique. Donc, on essaye de développer nos projets dans le cadre d'une économie plurielle. Et puis, l'ensemble des adhérents de la FEDELIMA s'accordent aussi sur la primauté de l'humain sur le marchand et ont une orientation très explicite au service de l'intérêt général, de l'utilité sociale et un ancrage territorial extrêmement fort. Le deuxième enjeu, pour nous, ce serait la nécessaire co-construction des politiques publiques. On en a parlé un petit peu, peut-être qu'on en reparlera à la fin, donc je ne vais pas forcément m'étendre trop dessus. Mais c'est de dire qu'en France, en fait, le champ artistique et culturel s'appuie quand même historiquement sur des politiques publiques qui contribuent assez largement à la structuration professionnelle et au développement territorial dans le sens de l'intérêt général. Et pour nous, en fait, co-contribuer à la co-construction de ces politiques publiques, du local à l'international, je reviendrai tout à l'heure sur la façon dont on essaie d'intervenir sur la dimension européenne notamment,
et ben, ça nous permet de rassembler une large palette d'acteurs, donc des élus, des ministères, des collectivités territoriales, des réseaux, des associations, des habitants, pour analyser, concevoir et proposer des stratégies un peu mieux partagées et des projets de développement plus concertés. Un troisième enjeu en fait, de notre projet, ce serait de mettre en avant la diversité, la pluralité des cultures, des esthétiques. Donc là, on s'inscrit vraiment très, très directement dans l'enjeu de reconnaissance des droits culturels, dans l'enjeu de respect des parcours et des cultures des personnes. Alors oui, c'est là notamment qu'on a travaillé dans l'enjeu d'avant sur la co-construction des politiques publiques à l'inclusion des droits culturels dans un certain nombre de lois qui régissent notre secteur. On y reviendra sans doute tout à l'heure, mais juste pour vous dire quand même que si aujourd'hui les droits culturels sont effectivement notifiés dans un certain nombre de ces lois, leur appréhension au niveau national reste quand même assez compliquée parce qu'en France, je crois que c'est Laura qui l'a souligné tout à l'heure, on est quand même encore dans une logique assez descendante de dire enfin, voilà, les personnes doivent avoir accès à l'art et à la culture sans penser en fait à leur propre culture et à leur propre façon de s'épanouir et d'affirmer leur personnalité, leur envie de vivre avec les autres. Donc on essaye de travailler ça, mais encore une fois, même si c'est déjà notifié dans un certain nombre de lois, pour l'instant, la mise en œuvre est compliquée. Donc ces espaces de co-construction sont extrêmement importants pour qu'on puisse faire passer ça. Et puis, peut-être un dernier enjeu, ce serait la place de la connaissance et de l'interconnaissance dans le développement des personnes et des projets. On part du principe à la FEDELIMA que nous-mêmes, en tant que fédération, on ne travaille qu'à partir de ce que nos adhérents nous apportent. Pour ça, en fait, on a travaillé une méthodologie qui s'appelle l'observation participative et partagée, qui est une méthodologie en fait d'observation et de production d'analyse qui nous permet en fait de partir des informations que nos adhérents nous donnent pour pouvoir construire une production d'analyse qui va associer de multiples acteurs de façon participative et partagée sur des sujets issus de leurs réflexions, de leurs besoins. Et pour nous, c'est vraiment un enjeu majeur. C'est un peu la colonne vertébrale du travail de la FEDELIMA que de récolter ces données, les analyser, les retransmettre et les retranscrire pour nos adhérents et pour l'ensemble des partenaires et des personnes avec qui on travaille. Et enfin, donc peut-être l'implication, comme on va y venir tout à l'heure, mais l'implication européenne. Donc on a, il y a 10 ans de ça, commencé à dialoguer avec des Espagnols, avec des Néerlandais, avec des Danois, et essayer de voir à quel niveau on pouvait s'accorder sur un certain nombre de valeurs. On s'est assez vite rendu compte que ces réseaux-là travaillaient un peu comme nous dans l'idée de la reconnaissance d'initiatives sociales et solidaires en opposition ou à côté d'initiatives qui étaient plus marchandes et que cette existence était parfois mise en danger dans certains pays. Donc, on s'est associé pour créer un réseau qui s'appelle aujourd'hui le Live DMA, qui nous permet en fait de porter les enjeux dont je vous ai parlé juste avant, qui sont les enjeux de la FEDELIMA, mais au niveau européen, avec d'autres fédérations qui partagent exactement les mêmes valeurs que les nôtres. Après, on reviendra peut-être sur l'aspect européen plus tard, je vais pas m'étendre trop, mais au niveau européen, ça reste quand même, notamment sur le plan politique, relativement complexe, parce que l'Union européenne étant ce qu'elle est et la Commission européenne étant ce qu'elle est, on fait face quand même à des lobbying, c'est un terme qui va faire bondir Laura parce que je sais qu'elle déteste ça, mais des lobbying extrêmement puissants d'acteurs de l'économie marchande qui, grosso modo, laissent très très peu de place, y compris dans les petites pauvres politiques culturelles disséminées à droite à gauche par la Commission européenne, à des initiatives comme les nôtres. Donc, un des enjeux principaux du réseau Live DMA, c'est vraiment de mettre en lumière ces initiatives et de démontrer à quel point elles sont extrêmement importantes pour l'émancipation des personnes, pour leur capacité à participer à la vie de la cité, à la vie des pays européens, dans le respect des droits culturels. Je vais peut-être m'arrêter là pour un premier tour de piste, Patricia. Merci beaucoup, Steve. En effet, ça nous fait peut-être déjà pas mal de matière entre l'introduction et puis ce que tu précises là. Donc, la réflexion qu'on a posée évidemment sur le changement de paradigme qui est un peu apporté par les droits culturels, en tout cas pour un secteur artistique qui s'est longtemps construit
sur une forme de légitimité un peu descendante de la culture. Et donc, ce que tu nous dis, hein, de la question de la participation, de l'accompagnement des pratiques, de la diversité des initiatives, ce que relevait aussi Laura, de la diversité culturelle aujourd'hui qui passe par les personnes et leurs ressources culturelles et qui nous oblige aussi à réinterroger l'économie. Et puis peut-être cette question que vous avez toutes les deux aussi soulignée, la question de l'observation. Toi au niveau, Steve, des réseaux et de la manière dont elles vont aussi être, enfin les acteurs vont être en capacité de dire ce qu'ils font, de s'observer quelque part eux-mêmes ou en collaboration avec d'autres et de maîtriser aussi un peu leurs données. Et ce que disait aussi Laura des partenariats acteurs-chercheurs qui permettent peut-être de montrer aussi ou de témoigner un peu aussi des alternatives, de faire des récits un peu différents et de s'inscrire justement dans un partenariat qui crée de la connaissance et qui montre que la connaissance peut être créée par tous. Peut-être qu'on peut s'arrêter sur un premier temps comme ça peut-être de vos commentaires ou de vos questionnements ou aussi vos apports ou vos témoignages avant de continuer avec Laurence et Jean-Baptiste, peut-être justement sur la partie plus des initiatives et des pratiques solidaires qu'on peut aussi penser à un niveau européen et international. Voilà, si vous avez peut-être des premiers retours, des premières questions. André Fertier, président de Sémaphore, Centre national de ressources pour l'activité culturelle, et porte-parole du collectif national droit culturel et vivre ensemble. Alors, ce que je voulais dire, c'est que dans notre réflexion sur les droits culturels que l'on mène depuis quelques années, nous avons remarqué qu'il s'est développé en France et au niveau mondial une sorte de pensée unique qui a tendance à oublier l'article 27 de la déclaration donc, de 1948, hein, qui met l'accent sur le droit de tous de pouvoir participer à la vie culturelle et qui a mis l'accent donc, sur les sujets portés d'ailleurs par les déclarations de 2001 et 2005 de l'UNESCO sur la diversité culturelle et sur le sujet des identités culturelles. Alors, la question en effet des identités et de la diversité culturelle sont des questions extrêmement importantes parce que ce sont des dimensions qui doivent être respectées, protégées, valorisées. Mais de ce fait, cette sorte de pensée unique fait que l'on oublie dans les réflexions sur les droits culturels en général et au niveau des acteurs de terrain, les droits culturels sous l'angle aussi des questions d'accessibilité, de créer un environnement capacitant. Et là, bien sûr, je pense tout particulièrement aux personnes handicapées et âgées en perte d'autonomie. Et on le voit dans le cadre de cette crise du Covid-19 et dans cette période de confinement, ça a permis, je dirais, de dénoncer, d'apporter à nouveau un éclairage sur les conditions de vie indignes réservées aux personnes âgées en France et dans d'autres pays. Mais on n'interroge pas la question de la mise à l'écart de ces populations concernant les politiques culturelles, tout particulièrement, bien sûr, dans le cadre du droit commun, parce qu'il existe beaucoup de projets, et c'est là où on voit l'analyse des discriminations culturelles en France. Il y a une catégorie de citoyens qui sont déchus de leur citoyenneté culturelle, puisqu'en fait, elles ne bénéficient éventuellement que d'un accès à des projets, mais non pas au service public de la culture, qui est caractérisé par la pérennité de ces services. Et ça pose là le problème, qui est à mon avis une thématique à part entière qui mériterait d'être traitée, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais de la garantie de continuité du service public de la culture. Et dans le cadre de votre réflexion d'ailleurs sur finalement les modèles économiques, des modèles de coopération possibles entre le service public et les autres structures qui ne relèvent pas directement du service public, même si nombreuses aussi sont en délégation de service public, pour que justement, quelle coopération, pour que ce service public aussi puisse avoir une continuité pour des millions de personnes, y compris qu'en France, qui ne peuvent sortir de leur lieu de vie. C'est un des points importants donc, que je voulais évoquer sur les droits culturels. Pour être bref, je dirais aussi 3 ou 4 thématiques qui me sembleraient extrêmement importantes sur lesquelles travailler. Il y a la question de la justiciabilité des droits culturels. Alors, il y a quelqu'un, Céline Romainville, qui a travaillé, qui a fait sa thèse de doctorat sur ce sujet, qui a publié en effet sa thèse, c'est très, très intéressant. C'est
une question importante parce qu'on constate aujourd'hui que les juridictions ne sont pas formées sur les droits culturels et qu'en général, au lieu de s'appuyer sur les textes, en effet, qui existent concernant les droits culturels, ils vont s'appuyer plutôt sur les textes portant sur la discrimination de manière plus générale. Et donc, cette question aussi de la justiciabilité des droits culturels est importante. On voit qu'on a pu progresser en France sur le droit à l'école, par exemple pour les personnes handicapées, parce qu'il y a eu des procès. Et parce que le droit à l'école est mieux connu des professionnels, des magistrats et des avocats et des juges. Donc la question de la justiciabilité des droits culturels me semble aussi un point important. Au niveau mondial, je voulais signaler qu'on avait lancé en 2018 depuis Winnipeg au Canada, lors de rencontres internationales, un appel pour un pacte culturel mondial, et notamment justement pour revisiter aussi, je dirais, la notion du vivre ensemble. Parce qu'on voit bien qu'en France, dans cette notion du vivre ensemble, il y a une pensée unique aussi. On pense que quand on parle du vivre ensemble, il faut penser aux personnes issues de l'immigration, aux personnes immigrées, aux jeunes des quartiers sensibles, aux banlieues. On ne pense jamais aussi, donc avec une approche globale de tous les membres de la communauté humaine. Donc, je pense qu'il faut avoir une approche plus large, plus globale des droits culturels et qui associe bien ces deux dimensions de la participation, des modes d'organisation aussi pour en effet la conception et la mise en œuvre des politiques publiques sur ce sujet. Et un dernier point qui est à travailler, qui est essentiel, c'est aussi les dispositifs à instaurer permettant la coopération, non pas que des acteurs sociaux avec les acteurs de la culture, mais aussi, j'insiste, des acteurs médico-sociaux et sanitaires. Je lisais la lettre ce matin que j'ai reçue encore d'ATD Carmonde, de Réseau Culture d'ATD Carmonde, et de la mission Vivre Ensemble. Ils ne parlent en permanence, et pourtant je leur ai dit 50 fois, ils ne parlent en permanence que des acteurs sociaux comme partenaires. Or, les centaines de milliers de professionnels qui accompagnent les personnes handicapées en perte d'autonomie ne relèvent pas de la branche professionnelle des acteurs sociaux, ils sont des acteurs médico-sociaux. Donc voilà, enfin, je ne veux pas être trop bavard, excusez-moi, mais merci beaucoup pour cette réunion et ces échanges qui sont très très riches. Merci beaucoup à vous pour ce témoignage et puis plus fortement que le témoignage pour cette contribution et puis ce que votre réseau réalise et organise aussi justement autour des droits culturels. Moi, ça me fait peut-être juste réagir sur ce que vous indiquez, notamment la question de la prise en compte des dignités des personnes et de leur capacité dans le champ culturel, voilà, quelle qu'elle soit, avec leur handicap, avec leur âge, avec leurs difficultés particulières, et la manière dont aujourd'hui, en effet, on a du mal à se saisir de cela, peut-être aussi parce que voilà, on est dans l'organisation de relations qui ne peuvent pas prendre en compte suffisamment pas ces spécificités, mais les singularités un petit peu de chacun et ce que les personnes sont en capacité ou pas de pouvoir faire vivre dans cette relation. Et alors, je n'ai pas forcément l'info, mais je vois que Bruno est présent du mouvement pour l'économie solidaire, donc je ne sais pas s'il pourra réagir par rapport à ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de projets dans justement le champ de l'économie solidaire qui ont essayé de travailler autour de cette question de l'handicap, autour des questions même psychologiques ou psychiatriques, autour des questions des personnes âgées, évidemment, en justement redéfinissant la relation à l'autre et en remettant la place de ces personnes dignement dans le projet porté. Je ne sais pas si Bruno, tu aurais des éléments, mais je pense que ça montre bien la relation qu'il y a entre droit culturel et économie solidaire, initiative de l'économie solidaire, dans une pensée de poser justement la relation aux personnes en difficulté différemment. Oui, alors peut-être juste préciser que dans le champ de l'économie sociale et solidaire, cette question, elle
elle traverse bien sûr depuis longtemps le questionnement des structures, plus ou moins selon le type de structure et le champ d'activité dans lequel elles interviennent. Mais du coup, c'est quelque chose qui est réapparu de manière assez forte dans le cahier dans le cadre de la démarche autour des bonnes pratiques des entreprises de l'ESS, où la question de l'intégration, de l'ouverture à tous, de l'accès à tous, de la prise en compte des différences sociales, etc., a été prise en compte dans ce guide. Et donc, du coup, aujourd'hui, dans la démarche qui est proposée, normalement, à toute initiative, de toute entreprise de l'ESS, d'évaluer ces bonnes pratiques, c'est un axe sur lequel les entreprises sont amenées à se questionner. En quoi, dans leurs pratiques, elles permettent l'intégration de tous, que ce soit en termes de recrutement, en termes de place des salariés à l'intérieur de la structure, mais que ce soit aussi par rapport à leur clientèle, leurs usagers, etc. Donc, c'est quelque chose qui vient. Après, c'est vrai que la question des droits culturels en tant que tels n'est pas tant affichée que ça. C'est plutôt à travers différents critères de solidarité, d'autonomie, d'accès à tous, etc., que c'est posé, et qui reste un travail intéressant à faire sur l'appropriation des droits, du concept des droits culturels en tant que tel. Je trouve qu'il reste un travail à faire, mais en tout cas, à l'inverse, les droits culturels peuvent s'inspirer du travail qui a pu être fait sur comment on met en pratique les valeurs qu'on porte autour de l'ESS, comment on les met en pratique dans nos pratiques entrepreneuriales, dans nos pratiques collectives. Là, il y a à l'inverse vraiment des choses à aller prendre de tout le travail qui a été fait sur cette question de l'utilité sociale, des bonnes pratiques dans l'ESS. Merci Bruno, donc du mouvement de l'économie solidaire. Je vais peut-être donc laisser Laurence donc de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, nous redonner alors pour le coup un témoignage qui sera encore inscrit dans plutôt le champ artistique et culturel, puisque là on va se diriger un peu vers le champ du livre, mais avec cette ouverture justement internationale et peut-être aussi cet autre paradigme, ou enfin ce qui a été un peu ouvert aussi par Steve, de cette difficulté aujourd'hui dans les rapports quand même qu'on peut lire de domination entre les pays, et qui se pose aussi au champ artistique et culturel, dans les libertés d'expression qu'il permet, et donc de voir comment sur le terrain et parmi les acteurs, il y a aussi des initiatives qui sont prises pour se rassembler, pour faire valoir une autre parole, notamment dans le champ du livre, et puis peut-être pour mettre en place des actions très opérantes en fait de solidarité. Laurent, je te laisse peut-être nous faire un peu témoignage de ce que vous faites dans votre réseau. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Patricia, et merci aux contributrices, contributeurs d'avant. Donc l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, nous ça fait 3 ans, je dirais maintenant, qu'on suit la démarche entreprise, initiée par l'UFISC sur les droits culturels. Et je crois qu'on faisait partie, Patricia, tu me confirmeras, des collectifs qui nous disions, justement en termes d'appropriation de cette notion des droits culturels, qui était quelque chose qui, dans la pratique, sans doute était là, mais nous, dans notre appropriation et théorisation, on va dire, en interne, était quelque chose d'assez lointain. D'autant qu'on est un réseau international. Donc, ce réseau-là, donc c'est plus dans la pratique, en effet, et grâce à ce travail collectif, ensuite de réflexion, que cette notion vient alimenter maintenant notre réflexion. Donc, l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, c'est un réseau professionnel qui réunit des éditrices et des éditeurs indépendants, mais aussi des collectifs nationaux ou régionaux d'éditeurs indépendants, donc des associations d'éditeurs et d'éditrices de maisons d'édition indépendantes, qui est né en 2002, donc on a bientôt 20 ans, qui réunit à l'heure actuelle 750 membres dans 55 pays dans le monde. Ce réseau, c'est vraiment au départ un collectif d'affinité qui se veut complètement engagé, c'est-à-dire que les gens sont réunis au sein de l'Alliance pour défendre la notion d'indépendance et ce concept, si on peut appeler comme ça, qui a été largement porté et qui est toujours porté par l'Alliance, de bibliodiversité, donc la diversité culturelle appliquée au monde du livre.
Nous, on dit souvent que les éditrices et éditeurs indépendants sont vraiment les artisans de cette diversité, de cette bibliodiversité. Et donc là, on s'inscrit vraiment, nous, dans le cadre de la Convention de 2005 de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Et on est notamment membre pour la société civile de cette convention, ouais, auprès de l'UNESCO. Donc l'Alliance, ça se donne, ce réseau s'est créé donc il y a une vingtaine d'années entre gens qui avaient déjà l'habitude de travailler ensemble. Et je pense que comme dans tous les métiers, il y a cette notion de confiance, en fait, un espace de confiance, de mise en confiance qui est indispensable pour mener à bien des projets. Et là, on parle quand même de livres, donc avec un impact économique. Donc, on parle aussi de relations de travail qui sont liées avec de l'économie. Donc, il faut des relations de confiance. Et alors, d'autant plus dans un réseau international où il y a vraiment une question d'interculturalité, terme en temps de langue, évidemment de là d'où on vient, de notre contexte, etc. Donc, cette relation de confiance, et ça, c'est des fois très compliqué à expliquer à des financeurs, par exemple, elle met des années à se créer, en fait. C'est pas en un an. Donc, nous, on a beaucoup de mal à justifier, par exemple, des résultats de critères quantitatifs, etc. Non, c'est sur 10 ans, voire 15 ans, qu'un réseau comme ça, il se construit. L'idée quand même au départ de tous ces acteurs qui sont là, donc pour certains depuis 20 ans, c'était de faire circuler les textes et les idées. Clairement, c'était vraiment ça, c'est-à-dire que les textes doivent circuler le plus largement possible et surtout, ils doivent circuler en essayant, alors je le dis en toute modestie bien sûr, mais d'inverser ou d'aller à contresens des flux majoritaires. C'est-à-dire d'essayer d'éviter cet anglais qui n'est pas l'anglais de l'Inde, mais qui est l'anglais des États-Unis vers l'Europe, vers justement l'Asie. Voilà, essayer de rééquilibrer ça à travers ces projets-là et à travers ce réseau. Donc, je pourrais donner quelques exemples concrets de ces projets de solidarité justement ensuite. Mais c'était vraiment ça l'idée de départ, qu'il est toujours, c'est-à-dire vraiment renforcer le rôle social, enfin défendre le rôle social du livre, qui est au niveau d'un pays, bien sûr, hein, mais aussi au niveau entre les pays, un vecteur d'émancipation et de construction de sociétés libres, en fait. Donc nous, on porte beaucoup les notions de liberté d'éditer, qui sont cruellement en danger depuis bien des années et qui risquent de l'être dans cette période post-Covid pour nous en tout cas. Donc voilà, ça c'est vraiment essentiel dans nos axes de travail, la défense de la liberté d'éditer, d'autant, au vu aussi des contextes dans lesquels certains éditeurs de notre réseau travaillent, que ce soit en Iran pour certains, dans le monde arabe, mais tout simplement aussi dans nos sociétés occidentales, hein, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin aussi. Voilà, les atteintes sont multiples. Et évidemment, ça a été déjà dit plusieurs fois ici, pour nous, il est essentiel en effet qu'il y ait des politiques publiques du livre qui soient garantes de cette bibliodiversité. Donc, on défend aussi beaucoup la co-construction des politiques publiques du livre, parce que dans certains pays, il y a des politiques publiques du livre, mais qui ont été faites sans aucune concertation avec les acteurs professionnels. Pour vous donner un exemple concret, on vient de mettre en place une cartographie des politiques publiques du livre en Amérique latine, en Afrique subsaharienne, dans la mesure où il n'y avait pas de statistiques ou d'outils à disposition qui cartographiaient, qui montraient un panorama, un état des lieux des politiques publiques du livre dans ces pays-là. Voilà, donc c'est nous qui l'avons fait avec nos membres, monter vraiment un état des lieux des politiques publiques dans ces pays et que ça devienne un outil de plaidoyer pour les éditeurs et les éditrices qui puissent ensuite, eux, aller voir leur ministère de la Culture, de l'Éducation en essayant de faire un petit peu bouger les choses à ce niveau-là. À travers ça, il y a quand même aussi la défense de l'économie locale, c'est-à-dire, donc, je crois que c'est toi ou non, et Stéphanie qui parlait aussi de prédation. Alors nous, dans le réseau de l'Alliance, ça a été une des choses flagrantes dès le départ, au vu de notre réseau justement, avec beaucoup de membres en Afrique, Amérique latine, donc ancienne colonie. Et c'est les relations à
l'ancien colonisateur sont encore très présentes. Si je prends l'exemple de l'Afrique francophone, il y a encore une majorité de pays en Afrique de l'Ouest subsaharienne, Afrique de l'Ouest francophone, où le marché du livre scolaire, qui, vous pouvez l'imaginer, au vu de la population très jeune en Afrique, un marché juteux, est encore aux mains des grands groupes étrangers. Alors français, mais pas que. Ça peut être des groupes québécois, maintenant c'est chinois, indiens. Voilà. Donc il y a une mainmise étrangère très importante qui fait que ce marché-là échappe complètement aux mains et des éditeurs, éditrices locaux, mais aussi des libraires, etc. Donc ça, c'est pour le scolaire, mais c'est valable aussi pour la production, on va dire, littéraire, sciences humaines, etc., où les chiffres actuels sont qu'encore dans une librairie africaine, je vous dis par exemple au Mali, le fond d'une librairie est à peu près de 80 à 90% constitué de livres français. Donc ça veut dire que la création et la production locale ne représentent quasiment que rien. Donc ça, pour nous, derrière, c'est ça vraiment l'enjeu aussi, c'est à travers des processus de partenariats éditoriaux solidaires entre les éditeurs, mais aussi à travers tout simplement ce travail sur les politiques publiques du livre, sur cette défense de liberté d'éditer, c'est de renforcer les économies locales et à travers ça la création locale. Et ça, pour nous, ça a un impact direct sur la question du lecteur. C'est quand même le lieu au final dont il s'agit, puisque je parlais au départ d'émancipation et de construction de sociétés libres. C'est quand même le lecteur qui est le premier acteur là-dedans. Et un livre français à l'heure actuelle dans une librairie malienne, si je reprends cet exemple-là, il coûte à peu près 20-25 € s'il coûtait 15 € en France, vous voyez, entre les frais de transport, de taxes, etc. Ce qui représente pour un acheteur, un lecteur africain étudiant une somme incroyable. Donc là, il y a une question vraiment de prix juste, en fait, de prix adapté, que seuls les acteurs locaux sont à même de mesurer et d'impacter sur leur création aussi. Et cette question de création aussi, c'est-à-dire qu'à force d'avoir une production qui vient de l'extérieur, les créateurs locaux, que ce soit des illustrateurs, des auteurs, etc., sont complètement étouffés et invisibilisés par une masse qui n'est pas celle de l'endroit où ils sont. Donc pour ça, juste pour finir sur un exemple concret, on a mis en place en effet un système de coédition solidaire entre éditeurs. Alors, il y a autant de formats que de coédition, mais ça peut être des éditeurs, si je vous donne un exemple là, de Suisse, Québec, France, et des éditeurs du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, qui ensemble coéditent un ouvrage avec une répartition des coûts proportionnelle au prix de vente et donc au pouvoir d'achat des lecteurs, c'est-à-dire que les éditeurs, on va dire ça, entre guillemets, du Nord, vont apporter plus de fonds sur le projet, étant donné qu'ils vont vendre le livre plus cher dans leur pays que les éditeurs du Sud, qui vont apporter un peu moins, étant donné que le prix de vente va être beaucoup plus bas chez eux. Donc on peut avoir des coéditions. Et alors, le principe des coéditions fait qu'un même livre est imprimé, diffusé, distribué simultanément dans tous ces pays-là. Donc ça peut aller jusqu'à 12 ou 15 pays. Donc un même ouvrage qui, de fait, circule sans des problèmes de transport, etc., qui est présent dans les pays, avec souvent 3-4 politiques de prix, de vente. Voilà. Donc ça, c'est des exemples. Ou donc je vous parlais de flux, par exemple, là, dernière en date, projet qui peut être un peu significatif, illustrer ce que je dis, c'est une éditrice en Inde, c'est une éditrice féministe, Women Unlimited, qui a publié il y a quelques mois un ouvrage de Vandana Shiva, qui est une activiste indienne, qui vient d'être traduit et coédité par des éditeurs en Amérique latine. Voilà. Donc ce genre de flux, Inde, Chili, Argentine, Bolivie, Uruguay, sont des flux, autant vous dire, assez rarissimes encore, hein, enfin, en tout cas dans le monde du livre. Voilà. Et pour nous, c'est ceci dit très important que ces flux, donc encore une fois, je mets plein de guillemets, sud-sud, puissent se développer sans passer par les points de domination, justement. Voilà. Bon, je m'arrête là, puis si vous avez des questions, évidemment, je peux rebondir. Merci beaucoup, Laurence. Je pense que ça, en effet, ça nous montre à la fois ce que tu disais sur la question de la manière dont les écrits sont produits plus ou moins dans les cultures ou les organisations locales. Et on n'avait pas venu sur la question de l'éducation, mais évidemment que la question de l'éducation est un élément
extrêmement importants dans le champ des droits culturels et qui participent en effet à la question de l'émancipation. Et on voit également voilà, les pratiques solidaires que vous arrivez à mettre en place pour favoriser cette circulation des pensées, des idées à travers le livre. Et peut-être, alors, je fais réagir Jean-Baptiste et peut-être qu'on aura le droit à 5-10 minutes, si vous nous autorisez un petit dépassement encore de dialogue et d'échange ensemble, mais justement sur cette question de la liberté d'expression citoyenne, puisque c'est ce sur quoi vous travaillez au sein du collectif des associations citoyennes, mais également dans le cadre de la coalition que tu vas nous expliquer. Et qui se situe aussi dans une volonté plus large de partage au niveau européen sur aujourd'hui les risques et en même temps les points d'appui pour les initiatives pour favoriser cette liberté d'expression. Je te laisse la main. Bien, merci. Je vais essayer de faire court, même si l'inconvénient quand on passe en dernier, c'est que moi j'ai pensé au moins à 5 intros différentes dans mon propos. Alors, je ne sais plus laquelle choisir. Mais peut-être quand même, celle qui prédomine dans mon esprit, c'est le contexte aujourd'hui, lundi matin. C'est-à-dire qu'on est en train de discuter au lendemain d'une élection qui a battu des records d'abstention, 60% sur une échéance électorale au niveau local. Ça, c'est quand même jamais vu. Et si je dis ça, c'est parce que ce n'est pas tellement un pas de côté, même si évidemment, l'engagement citoyen ne se résume pas aux échéances électorales. En fait, on voit que les droits culturels parlent de la participation à la vie culturelle de la cité, en fait, à la vie de la cité tout court, et donc à la capacité à faire de la politique, et renvoie directement à cette notion de la citoyenneté. Et je me dis que se propage heureusement quand même l'idée que la démocratie n'est pas si facile d'entretien, et que si il faut organiser un service de revitalisation, il faut du coup un certain nombre d'outils, et qu'évidemment les droits culturels en sont un. Étant donné, peut-être que je finirai mon propos par ça, que peut-être que le drame qu'on a devant nous, c'est que les droits culturels en sont un, mais comme ils sont trop méconnus, ils sont peu utilisés en tant que tels, avec toute la force qu'aurait la conscientisation de savoir ce qu'on fait et comment on se relie du coup aux autres qui font pareil. Je peux juste donc dire en 2 mots ce qu'est le CAC. Le CAC, c'est depuis 2010 donc le collectif des associations citoyennes, un espace de travail ouvert à tous les acteurs associatifs et tous les citoyens qui veulent réfléchir à la manière dont évolue le monde associatif et éventuellement essayer d'avoir un minimum de prise sur ces évolutions en les comprenant mieux et en essayant de faire advenir les meilleurs scénarios qu'on peut imaginer et éviter les pires. La marchandisation du monde associatif, ce qui est parfois présenté par certains comme l'inévitable virage lucratif des associations. Et je pense que le point commun qui nous relie tous ce matin, ça a été dit par Patricia, Délie, ça a été dit aussi par Steve tout à l'heure, c'est non, tout ne se résume pas à la concurrence, tout ne se résume pas à la lucrativité. Et donc, voilà, la question, c'est comment est-ce que les droits culturels sont donc dans cette optique-là, alors pas seulement une arme de résistance, mais de résilience contre la marchandisation de ce monde. Moi, pour faire vraiment court, je noterai 3-4 interrogations qui sont les miennes ce matin et que j'aimerais partager. Comment on arrive à faire sortir les droits culturels de l'ornière dans laquelle ils sont quand ils sont discutés que dans le secteur culturel. De la même façon que l'éducation populaire comporte un piège sémantique, parce qu'on pourrait croire que c'est l'éducation du peuple, alors qu'évidemment, ce n'est pas du tout ça. C'est l'éducation par des méthodes qui sont non académiques du peuple par lui-même, c'est complètement différent. Le problème des droits culturels dans sa dénomination, c'est que on a déjà un certain nombre de difficultés à faire comprendre qu'on parle de la culture au sens anthropologique très très large. Et on ne réduit pas le propos au périmètre du champ artistique dont s'occupe le ministère de la Culture. Je trouve ça hyper intéressant l'intervention, par exemple, d'André Fertier, parce que de fait, il fait des connexions avec le secteur de la santé, avec le secteur médico-social, avec le secteur social. On a besoin de ça, on a besoin de créer ces passerelles
pour expliquer par exemple comment est-ce que les associations de crèches familiales dans le secteur de la petite enfance, en inventant un certain nombre de choses, font des droits culturels. Comment est-ce que dans le secteur sportif, il y a des droits culturels qui sont aussi à l'œuvre, notamment par l'intermédiaire de travaux comme celui de la FSGT, qui est une vieille fédération d'éducation populaire dans le milieu sportif. Comment est-ce que dans le secteur social, où cette notion est très absente, on fait donc des droits culturels, et comment au niveau international, au niveau de la solidarité internationale, on fait ça. Alors, je ne parle même pas des enjeux autour des associations environnementales. Il faut absolument qu'on arrive à travailler cette question aussi avec elles. Donc, c'est une vraie préoccupation. Il y aurait une autre préoccupation, on a un peu touché du doigt ce matin, c'est comment est-ce qu'on travaille ça au niveau européen. Troisième préoccupation, alors, ça m'intéressait cette question de la thèse là, sur la judiciabilité des droits culturels. On a besoin de gagner des combats politico-juridiques grâce à cette notion-là. Réjeanne Souriceau, qui a fait tout un rapport là, sur la généalogie de cette notion des droits culturels, a fait remonter une info sur un jugement qui concerne une famille rome là, qui couvre un certain nombre, je trouve, de pistes intéressantes dont on pourrait se saisir. Et puis, voilà, le dernier enjeu, c'est comment est-ce qu'on arrive effectivement à marcher sur deux jambes, c'est-à-dire à garder un certain nombre de moteurs d'espérance, j'ai envie de dire, sur l'observation d'initiatives qui font donc des droits culturels sans forcément le savoir. Alors, je fais référence là à un projet sur lequel on travaille beaucoup avec Bruno Lanier qui est présent, qui est le Transiscope. Le Transiscope, on a parlé de cartographie. Effectivement, on a besoin de cartographie et on a besoin de voir à l'œuvre, par des outils comme le Transiscope, sur le site transiscope.org, un nouveau monde qui advient quand même, puisqu'il y a plein d'initiatives dans des domaines différents qui, sans savoir qu'ils font du droit culturel, contre justement les côtés délétères et prédateurs du système néolibéral, inventent d'autres solutions sur lesquelles, heureusement, on peut s'appuyer pour créer de la synergie et puis aussi se prémunir du côté plus négatif. Je voulais effectivement faire référence à Patricia, tu le mentionnais, au travail de la coalition, donc je mettrai les références sur le pad. La coalition, c'est un regroupement d'associations. On retrouve d'ailleurs Framasoft, il y a également la CIMAD, il y a la Ligue des droits de l'homme, etc., qui essayent de comprendre comment s'intensifient actuellement les attaques contre la liberté associative et contre les marges d'action que possèdent les associations, en caractérisant ces attaques à travers toute une typologie qui va des attaques politiques, symboliques, judiciaires et même policières. Et donc, ça, je le dis parce que c'est aussi un lien avec le niveau européen. C'est un dispositif qui est financé par un consortium de fondations européennes qui s'appelle Civitates, où on trouve pour la France la Fondation de France. Et puis, le dernier point un peu d'ouverture, c'est la question de la propriété, pour boucler avec ce que Laura décrivait très bien sur les communs. C'est-à-dire qu'un des nœuds pour combattre cette marchandisation, c'est comment est-ce qu'on invente une autre conception des propriétés et des droits d'usage. Et donc voilà, ça c'est évidemment extrêmement important de voir le lien qu'il y a entre toute la réflexion un peu théorique qu'on peut avoir sur ce sujet et puis quand on se penche sur ce qui se passe dans des cartes comme le Transiscope, sur le fait que tout ça est heureusement déjà à l'œuvre. Voilà. Bon, pour faire court, je m'arrête là. Merci beaucoup Jean-Baptiste. C'est vrai qu'il y aurait tant à dire sur toutes les initiatives qui sont prises. Mais c'est vrai que voilà, c'est aussi intéressant, comme tu le disais, que on voit qu'à un niveau européen, il y a aussi des volontés de croisement des situations et des actions par ce groupe de fondations progressistes, de soutenir des projets et de voir justement comment capitaliser et comment se construire aussi des outils par rapport à cela. Alors, on a vu pas mal de croisements là déjà entre droit culturel et plusieurs dimensions, que ce soit les logiques économiques, que ce soit les logiques d'interculturalité, que ce soit les logiques de prise en compte des dignités des personnes. Est-ce que vous souhaitez justement peut-être encore y réagir?
juste rapidement, je voulais juste rebondir sur une des notions que dont Jean-Baptiste parlait tout à l'heure, et notamment sur la nécessaire transversalité des droits culturels dans tous les domaines de la société, pour dire que si effectivement la notion de droit culturel, elle a surtout été abordée dans le monde de la culture, il y a aussi, je pense, une obligation qui émane plutôt justement du monde de la culture de montrer que cette transversalité est nécessaire. Et pour le coup, je nous inclus dedans en tant qu'acteurs culturels, en tant que FEDELIMA et l'AFDMA. On a beaucoup de mal à sortir nous-mêmes de nos propres précarés. Et notamment quand on va sur des dimensions un peu réflexives, quand on travaille en fait, par exemple, la question des droits culturels dans nos projets, on oublie souvent qu'en fait, elle touche l'ensemble de la société autour de nous, et on oublie du coup d'inviter d'autres sphères, d'autres domaines pour qu'on puisse faire ce lien-là. Donc je pense qu'il y a aussi une responsabilité assez importante de la part des acteurs eux-mêmes qui travaillent cette notion-là, que de la rendre plus transversale. Et de la même façon, quand on travaille sur de la co-construction des politiques publiques et qu'on introduit cette question des droits culturels, notamment dans des lois relatives au monde culturel, à un moment donné, c'est aussi peut-être à nous et à d'autres, hein, je pense aux politiques aussi évidemment, mais de montrer que cette transversalité, elle doit se faire aussi, par exemple, en interministériel, qu'il y a tout un tas de capacités en fait à faire glisser ces notions-là sur d'autres ministères ou sur d'autres façons de construire. Voilà. Juste pour dire que je pense que cette responsabilité nous incombe aussi, et que pour l'instant on s'en saisit assez peu, aussi par difficulté peut-être à identifier d'autres pans de la société ou d'autres réseaux, organisations avec lesquels on pourrait travailler de façon plus proche. Même si des espaces comme le collectif des assos citoyennes ou l'UFISC nous montrent bien qu'on a tout intérêt à le faire. Au niveau de l'Union européenne, néanmoins, les directives européennes sur l'accessibilité, plusieurs directives ont été très très importantes concernant le respect des droits culturels. Je pense notamment tout ce qui porte sur l'accessibilité du cinéma et aussi des médias, notamment télévision, notamment concernant le numérique aussi, et qui est quand même, on le sait à quel point le numérique est important. Je pense que c'est très en retard, notamment sur l'accessibilité des sites Internet, mais elle continue à essayer d'avancer parce qu'elle est contrainte par la déclinaison des directives européennes dans la législation française. Peut-être également pour réagir à ce que vous disiez, il me semble que alors sur les deux aspects, que justement le FSMET qui est proposé là est un bon environnement et un bon exemple de ce qui peut se faire pour travailler cette question des droits culturels, mais plus largement de la défense des droits fondamentaux avec d'autres typologies de mouvements tels que sont les communs ou ceux de l'économie sociale et solidaire ou les mouvements dans la transformation écologique, etc. Et qui a vraiment un intérêt, en effet, à avoir des agendas communs de travail pour sortir de l'invisibilisation, parce que ça reste quand même cette difficulté-là qui est un peu première. Et puis, en effet, sur la question de la co-construction des politiques publiques et de la co-construction aussi du droit, des cadres normatifs, dont bien souvent, malheureusement, on a trop l'impression qu'ils s'imposent à nous, que les acteurs ont trop l'impression que le droit et les règles, les normes sont faites d'au-dessus et s'imposent en fait à leur organisation, à leur métier, à leur manière de régir leurs activités, alors que tous ces mouvements que nous représentons, tous ces mouvements d'initiative citoyenne et solidaire au niveau international montrent bien qu'au contraire, c'est par la lutte, c'est par la défense des droits, c'est par le témoignage et la multiplication des pratiques solidaires, des pratiques alternatives, qu'on a une capacité justement de construire le droit, d'alerter, de s'organiser pour construire le droit. Et moi, il me semble peut-être qu'il y a, en plus de ce que vous dites sur le champ européen, la réflexion autour aujourd'hui des services d'intérêt général qu'on a intérêt à défendre. Et quand on voit aujourd'hui la question du plan de relance qui se pose au niveau européen, mais qui se pose aussi plus largement dans des sphères plus internationales, on a notamment la question de sur quoi va se construire ces plans de relance. Est-ce qu'on va être sur une vocation et une vision de droits fondamentaux ou justement des logiques de vivre ensemble telles qu'on l'a un peu exposé, ou est-ce qu'on va revenir sur le business as usual
Et de nouveau, la question de la croissance, la question de l'économie, la question de l'emploi, avec un filet de sécurité ou un filet de rattrapage qui sera fait pour les plus démunis ou les plus fragilisés. Donc, comment on remet cette question des droits fondamentaux au cœur en fait des politiques publiques? Ça me semble être un élément indispensable. Et puis peut-être l'autre élément, c'est celui de la solidarité, parce qu'on est aussi dans une il y a un an, on faisait PopMine comme les droits fondamentaux, une zone à défendre, une ZAD en Europe. C'est aussi parce qu'on est sur une Europe qui se construit comme une Europe frontière, une Europe citadelle, une Europe forteresse. Et dans un moment de crise internationale, je pense que la responsabilité des acteurs et des actrices, en effet culturelles, mais aussi plus largement des actrices sociaux, des actrices de l'économie sociale et solidaire que nous sommes, c'est quel pont et quelle solidarité on va aussi réussir à construire avec les autres pays, et ne pas nous enfermer dans justement notre citadelle et nos politiques déjà relativement affirmées sur ces droits fondamentaux, et comment se construire aussi un agenda justement au travers de ce type de forums sociaux mondiaux. Voilà, donc, voilà. En tout cas, moi, c'est une grosse interrogation aussi par rapport aux questions qui nous mènent. C'est comment aussi on est en responsabilité par rapport à ces logiques solidaires, pas seulement en intra, pas seulement en France et en Europe, mais aussi beaucoup plus largement au niveau international. Et en ça, je trouve que l'Alliance nous propose des méthodologies et des pratiques qui sont très intéressantes, peut-être à favoriser justement sur d'autres aspects, déjà rien que dans le secteur artistique et culturel, mais peut-être aussi au-delà. Oui, j'avais juste une question sur la cartographie qui est faite par les éditions. Là, est-ce que cette cartographie, par exemple, elle a été pensée comme pouvant s'agréger à d'autres cartographies? Est-ce qu'il y a des liens qui avaient été faits? Je pense notamment à socio-économie. Qui est une base de données ouverte sur toutes les données bibliographiques, politiques publiques, etc., sur l'ESS. Et je pense que cette carte, elle aurait tout à fait sa place au sein des cartographies de socio-économie. Donc voilà, c'est une manière de faire le lien. Non, elle n'a pas été pensée. Ça a été laborieux pour tout dire, parce qu'on l'a fait avec des petits moyens en fait. Et on aurait dû avoir zéro, par exemple. Voilà, aucun pouvoir public n'a voulu soutenir ça. Maintenant, tout le monde trouve ça super, hein, voilà. Mais personne n'a voulu soutenir ça. Donc ça a été quand même fait. Et du coup, c'est ce qu'on valorise à force d'investissement des acteurs et des sociétés civiles en fait, vraiment. Par contre, on est très preneur, en effet, de pouvoir le relier au contraire, oui, tout à fait, à d'autres cartographies, à d'autres projets, bien sûr. Là-dessus, je vous propose de vous mettre en lien avec des gens qui peuvent travailler là-dessus. Je pense notamment à Vincent Calam, qui a beaucoup développé les cartographies de socio-éco. Et ça pourrait être une bonne manière de voir comment il vous aide à prendre des outils qui soient justement, pour le coup, agréables à d'autres bases de données. Peut-être, tant qu'on y est, Bruno, un mot, si tu suis, je crois, le projet mapping du RIPES Europe, et qui propose aussi une volonté de cartographie des acteurs et des initiatives d'économie sociale solidaire au niveau européen. Oui, alors il y a plusieurs démarches en cours au sein du RIPES international et du Forum social des économies transformatrices. Il y a beaucoup de réflexions autour d'avoir une approche de plus en plus de communautés autour de la transition des économies transformatrices. Donc, comment on crée des communautés d'intérêt autour de cet enjeu-là. Donc là, on est plutôt sur des outils collaboratifs qui permettent de créer de l'intelligence collaborative, mais aussi des outils qui permettent de créer des réseaux sociaux spécifiques, parce qu'en fait, on est assez coincé dans des paradoxes autour du fait qu'on défend une autre manière de construire le monde, plus soucieuse des droits humains et des droits individuels, et en même temps, la plupart des outils qui sont utilisés même dans le cadre de ce forum sont des outils propriétaires. La preuve, on est sur Zoom et pas sur un autre outil. Donc, il y a tout un enjeu à travailler sur ces outils-là, à les développer, etc. Il y a un autre enjeu qui est plutôt autour de la visibilité et de rendre accessible un certain nombre de données. Alors, cette visibilité, ça peut être des visibilités d'initiatives solidaires. Donc, il y a beaucoup de cartes qui se créent, comme le Transiscope, qui réfèrent, qui permettent d'avoir accès à des initiatives de la transition. On est plutôt sur des initiatives physiques,
concrètes autour de l'alimentation, du logement, de la mobilité, etc., etc. Et puis, il y a beaucoup d'autres cartographies qui se travaillent aujourd'hui à l'échelle du monde, qui sont plutôt des cartographies soit de bases de données, donc des cartographies documentaires. Il y en a pas mal qui sont développées, notamment au sein de Socio-Éco sur politique publique, aussi tout ce qui tourne la recherche universitaire, etc. Mais on est en train de travailler sur d'autres formes de cartographie qui se construisent beaucoup sur des cartographies type MapMind, donc plutôt ce qu'on appelle en français les FreeMind, tout ça, c'est des cartes mentales, où là, on essaye de mettre en lien, de faire des cartes relationnelles autour d'enjeux partagés. Alors, ça peut être, par exemple, on travaille tous sur essayer de faire valoir les droits culturels européens, les droits culturels. Donc, on va aller repérer toutes les initiatives donc les ONG, les groupes, les collectifs, les initiatives de terrain, les entreprises, qui mettent les droits culturels dans leurs objectifs, quelque part dans leurs objectifs. Et du coup, grâce à de la mise en commun de tous ces mots-clés, on va arriver à avoir une cartographie d'initiatives qui déjà l'ont intégré dans leurs objectifs. Et du coup, voir sur quel objectif, comment ils agissent là-dessus, et petit à petit créer de la mise en lien des réseaux beaucoup plus facile, ce qui permet à un acteur qui veut agir là-dessus et qui se sent seul, qui ne sait pas trop avec qui s'associer, de repérer qui dans son univers travaille déjà là-dessus, etc. Et de pouvoir faire de la mise en lien. Donc ça aussi, toutes ces cartes mentales, ces cartographies qui sont plus sur du relationnel autour de causes ou d'enjeux à partager, c'est aussi un des enjeux forts du groupe mapping, intermapping, du Forum social mondial des économies transformatrices. Voilà. Merci beaucoup, Bruno. Moi, je retiendrai peut-être juste en synthèse rapide plusieurs idées qui se sont énoncées entre cette question du changement de paradigme que nous apportent les droits culturels. Alors forcément, pour le secteur que nous sommes en tant qu'acteurs artistiques et culturels, puisque ça nous permet de revoir un peu l'idée des questions de légitimation de culture et de revenir de la notion d'accès à la culture pour plutôt aller vers la participation à la création et à la contribution et au partage de ressources culturelles. Et plus largement, ça nous permet de réinterroger le champ culturel dans une vision plus anthropologique et donc de repenser la question de l'organisation de nos modes de vie avec toutes les ressources culturelles et les identités culturelles à partager et à faire dialoguer pour penser une question de diversité culturelle, en effet, qui sort, on va dire, d'un universalisme qui s'imposerait un petit peu d'en haut, mais plutôt qui a travaillé de manière constante, notamment à travers des espaces de démocratie. On a aussi beaucoup parlé de la prise en compte de l'ensemble des personnes, sans nier justement les inégalités de droits qui existent, donc prendre en compte la singularité et les conditions de vie de chaque personne, mais aussi ces inégalités. On a parlé de la question du handicap, on a parlé de la question des personnes âgées, on aurait pu aussi aller sur la question des inégalités sociales, des inégalités de genre, etc. Et donc la nécessité de renforcer les droits actuels à la fois dans les politiques publiques et dans les cadres juridiques pour mieux les rendre effectifs. On a aussi parlé évidemment de la question de l'économie, donc comment les droits culturels s'articulent très concrètement à la question de l'économie, d'abord parce que l'économie, ça reste une dimension culturelle de l'organisation de nos sociétés. C'est avant tout un enjeu culturel de savoir comment on a envie de s'organiser et quel sens on donne à nos activités. Et puis également parce qu'on l'a vu, des pratiques solidaires, des manières de construire des initiatives en favorisant la question de la non-lucrativité, en favorisant la question des relations de qualité, en favorisant la manière de prendre en compte l'accessibilité ou le partage dans la production des activités, en ayant plus de solidarité économique entre pays, en prenant en compte ces rapports de domination économique, nous permettent de favoriser justement les droits humains. Alors, juste peut-être quelques pistes de travail qui ont été dessinées, je trouve. La question de l'observation et sortir de l'invisibilité.
Ça a été dit à plusieurs reprises et on vient encore d'en parler avec la question du mapping et de montrer les initiatives, de se dire entre nous qui on est, où est-ce qu'on travaille, comment on peut faire du lien, comment on peut faire réseau ensemble, quelles sont nos pratiques. La question évidemment dans ce cadre-là du partenariat avec les chercheurs, avec le monde de la recherche, parce que la connaissance, eh bien, c'est justement une ressource culturelle à construire ensemble et les acteurs comme les chercheurs sont contributeurs ou contributrices de cette création de connaissances. La question des pratiques solidaires en acte et peut-être du transfert de savoir-faire autour de cela, j'y pense. C'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi très favorisé dans le champ de l'économie sociale solidaire, dans le champ des communs, comment on partage nos pratiques. Donc, il y aurait peut-être là à mener aussi des chantiers sur ces transferts de savoir. Et puis, peut-être une question aussi qui est de dire la valeur, qui est cette démarche de progrès pour peut-être donner le sens et donner une grille de lecture à nos pratiques à travers cette question des droits humains, des droits fondamentaux, cette logique d'évaluation qu'on a toujours du mal à dire ou à nommer parce que l'évaluation quantitative, etc., alors qu'on a besoin, nous, de plutôt d'autres référentiels et d'autres indices pour dire la valeur, et ce qui nous amènera aussi évidemment à cette question de la co-construction des politiques publiques et à la manière dont on peut mobiliser les citoyens, faire plus citoyenneté, comme disait Jean-Baptiste aujourd'hui. On a besoin d'une démocratie active et c'est un peu ce que montrent ces espaces de forums sociaux mondiaux qui s'auto-organisent depuis maintenant des dizaines d'années et qui montre la capacité de la société civile justement à faire aussi citoyenneté. Voilà, nous reste à vous remercier, même si malheureusement on ne vous a pas forcément entendu, mais on espère que ce sera pour une prochaine rencontre, peut-être physique, ou sur un prochain atelier du FSMET ou qu'on vous proposera sur les droits culturels. En tout cas, on vous souhaite une très belle journée à tous. Et puis, continuons d'être mobilisés. Il le faut. À très bientôt à tous. Merci. Merci, au revoir.